heureuse de vous retrouver à l'orée de l'an 2018 pour parler toujours santé. Mesdames et messieurs, toute l'équipe de votre émission Bien-être et Santé se joint à moi pour vous dire bonne année. Tous nos meilleurs vœux. Alors, ce tout premier des 52 numéros dont vous aurez 3 abordera un aspect important ayant rapport à l'organisme humain, bien évidemment. Plusieurs personnes sont atteintes de cette affection de par le monde. Il s'agit de l'épilepsie, communément appelée ADIC en langue fon. C'est une affection neurologique grave et qui a des complications à long terme sur la santé et le bien-être. Pour être mieux imprégné de ce que c'est, sa manifestation et surtout son traitement par voie traditionnelle et moderne, restez avec nous car nous allons recevoir d'ici là Dr M. Degla, psychologue neuroscientifique. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. L'épilepsie, c'est le nom d'une maladie neurologique prenant plusieurs formes et survenant par crise. Alors, est-il désormais possible d'éviter ces crises si vous en souffrez rien qu'en utilisant des plantes médicinales? La réponse à travers la rubrique Virgule Tradi. Bon, l'épilepsie, c'est cette maladie des neurones qui permet à la personne de faire des convulsions. Il perd connaissance, ça s'en rend compte, et après il se réveille. Après il se réveille, peut-être il ne savait pas qu'il est tombé. C'est après qu'il va commencer par comprendre, les gens vont lui parler de ça. Et il perd connaissance, il tombe, il fait ses convulsions, et bien il se réveille. Et chaque fois, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un fléau, c'est un problème sanitaire. Et il y a au moins 1% de la population mondiale qui en souffre. Il y en a tellement que vous connaissez notre plante qu'on appelle le Deserguema par exemple. Notre Deserguema, c'est contre l'épilepsie. Le Isopodo, le Dekikama aussi, soigne de l'épilepsie. Nous avons l'oignon, notre oignon africain. L'oignon, le petit oignon qu'on cultive dans les villages. Le petit oignon, on vend ça dans Tokwa, on vend ça un peu partout. Dans les marchés à Lomé, on mange ça. Au Ghana, c'est l'oignon même que les Ghanais utilisent, même je vais dire. Le petit oignon, le carboniser et le mettre dans le miel tout simplement. L'épilepsie se calme. La rubrique On savait, vous chers internautes, c'est tout juste après ceci. L'épilepsie, bon, c'est une maladie héréditaire, selon mes informations, de père en fils. C'est vrai qu'on dit chez nous en Afrique qu'il y en a aussi que les gens voient par qu'on appelle une voie traditionnelle. Et que c'est une maladie, quand tu souffres de ça, tu tombes par moment, et quelques minutes après, on se relève. Et c'est une maladie dangereuse parce que ça peut arriver à tout moment. Adik me coucou, à son dernier, nous très souhaité nous qu'un totier. Nous, à son très très dangereux. Mais adik me on a nous bon. Vous me non nous me. Et de sous me, bodo nous me, bodo yok pop vous me. We nous e cadeau, we les nous bon. Azon et no dia. La maintenant le cadien a do yeli. Bazon ina wajitoe. E ka wajitoe e no budo mede, e no ijai. E no boka betono do adokonle, non adokonle. Boni foni e no jai miome. Je crois que l'épilepsie c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, c'est héréditaire. Vous voyez, si tu es avec quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, tu ne peux jamais attraper la maladie. Seulement, c'est dans le sang. C'est si peut-être que ça provient de lui-même ou bien ça provient de ses parents, mais de mère et de père. Vous voyez, non? C'est ça que l'épilepsie. Et l'épilepsie, c'est une maladie que si tu consommes des choses trop bruyantes, c'est ça qui crée l'épilepsie, effectivement. Bon, c'est ça que je peux dire que l'origine de l'épilepsie, c'est très grave. Parce que si ça vient spontanément. Si ça vient, tu peux tomber dans l'eau, bien dans le feu, là où tu es. Ça conduit à la mort. C'est que normalement, même la campagne de Zem là, il y a des gens qui souffrent de l'épilepsie et ils conduisent Zem. Normalement, on doit faire toutes ces analyses dans cette corporation. Si tu souffres de l'épilepsie, tu ne peux pas conduire. Mais si tu es sur moto, tu peux tomber et faire tomber le client aussi. Donc c'est très grave. Donc l'épilepsie, c'est une maladie très grave. Mais ce que je dis que ce n'est pas contagieuse, c'est héréditaire.
Près de 80% des personnes souffrantes d'épilepsie vivent dans les pays à revenus faibles, aux pays en voie de développement, et donc le Bénin n'est pas épargné. Alors, que faut-il faire ou non en cas de crise épileptique? La réponse à toutes ces interrogations, c'est tout de suite. Docteur Mandegla, bonjour. Bonjour madame. Nos meilleurs vœux. Vœux réciproques. Bienvenue chez nous. Très heureux d'être là. Alors vous êtes psychologue neuroscientifique, c'est bien sûr cela? Oui, on dirait. Alors c'est qui un psychologue neuroscientifique déjà? Bon, le psychologue, c'est tout ce qui est structuration mentale, la manière dont vos pensées sont structurées, organisées, séquencées et tout. Mais le neuroscientifique, c'est d'aller comprendre le schéma cognitif, ce qui se passe dans votre tête lorsque vous posez tel acte. Et émotionnel, je définis les neurosciences. C'est la discipline qui rassemble toutes les sciences qui ont pour objet l'étude du système nerveux. Le système nerveux, ça comprend le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, les organes des sens et le système nerveux autonome, c'est-à-dire ce qui nous permet de tout accélérer ou de tout freiner au niveau de nos réactions. Alors, et ces émotions, la manière dont vous gérez vos émotions. Et lorsque vous parlez mal de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps, et vibratoirement parlant, ce que ça génère, et ce que ça peut entraîner chez votre vis-à-vis, nous pouvons vous le dire et l'appréhender, à 99% près. Voilà qui est bien dit. Alors, que peut-on entendre par crise épileptique? Alors, je profite par cette caméra pour souhaiter les meilleurs vœux au peuple béninois. Et puisque c'est une nouvelle année, je pense qu'il faut avoir de nouveaux comportements pour avoir de nouveaux résultats dans la vie. Et donc, lorsque tout change, il faudrait que nous changeons tout. Donc, nous avons 365 jours. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Chaque jour, le riche en a, le pauvre en a, le noir en a, le blanc en a, le petit en a, le grand en a. Et à la fin, nous allons faire un bilan. Et donc, changer les comportements. Et prenez, pendant que nous parlons de maladie, pour moi, une maladie n'est pas dans sa vraie forme une maladie. Mais je dis souvent à ceux qui ont tendance à faire ce type de maladie, et qui doivent profiter de ce message que leur envoie le corps, qui n'est rien d'autre que le témoin de la maladie interne, pour qu'ils prennent l'occasion de pouvoir se transformer, c'est-à-dire qu'ils prennent la maladie une source de transformation. Alors, parlons d'épilepsie. L'épilepsie, c'est d'abord ce qu'on appelle trouble convulsif. Qu'est-ce qu'on entend par trouble convulsif? C'est trouble, tout ce qui concerne les mouvements involontaires, subites, c'est-à-dire ce sont des contractions qui provoquent des mouvements, des contractions subites et involontaires qui provoquent des mouvements que nous n'arrivons pas à contrôler, quand bien même qu'on soit dans une conscience altérée, conscient, non conscient, milieu on appelle ça altéré, ou dans une conscience pas du tout, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et donc l'épilepsie, en gros, c'est ça. Maintenant, quand on parle de crise épileptique, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une certaine forme récurrente chaque fois dans la forme témoin de la chose qui se retrouve en lui. Donc voilà un tant soit peu la différence entre la crise épileptique et l'épilepsie. Et l'épilepsie. Alors, qui sont les plus exposés à ce mal, docteur? Alors, tout le monde, hein. Tout le monde est exposé. Que ce soit les enfants. Les plus exposés, c'est les enfants de, je dis, de 2 semaines. Déjà? De 2 semaines, ouais, jusqu'à 12 ans. De 2 semaines à 12 ans? Oui, ils sont plus L'adulte exposés. n'est pas concerné? Non, l'adulte est concerné. Aujourd'hui, vous avez parlé de 80% des personnes atteintes. En réalité, 50% des adolescents font partie de ce nombre. 50%. Donc, ça veut dire que les adultes sont concernés. Les vieilles personnes aussi sont concernées, mais toujours est-il que nous allons mieux décortiquer la chose tout à l'heure, mais plus les enfants sont plus concernés et plus exposés à la chose que les adultes. Alors, comment se manifeste l'épilepsie chez quelqu'un qui en souffre vraiment? D'abord, l'épilepsie,
c'est d'abord un problème neurologique Oui. qui part du cerveau. Oui. Et lorsqu'on parle d'épilepsie, il y a plusieurs formes d'épilepsie. Ok? Nous parlons souvent d'épilepsie principale, simple surtout, et l'épilepsie complexe. Ok? Et l'épilepsie partielle, l'épilepsie généralisée. Ok? Lorsqu'on parle d'épilepsie généralisée, c'est que ça concerne toutes les zones du cerveau. Parce que nous en avons 4. Lorsqu'on parle d'épilepsie partielle, on l'appelle aussi focale, ça s'entend déjà, non? Ça concerne une partie, une zone donnée. Alors, mais l'épilepsie partielle peut se générer en épilepsie généralisée, peut devenir, si on y fait rien. Oui. Donc, quand nous prenons l'épilepsie partielle qui se sous-divise en épilepsie partielle simple et partielle composée, lorsqu'on parle de partielle simple, c'est lorsque la personne est dans ce trouble de contraction musculaire où la personne a une conscience altérée, c'est-à-dire la personne est dans une conscience où il n'est pas là, mais il est là. Okay? Donc, il est quelquefois un tout petit peu conscient. Mais lorsqu'on parle d'épilepsie, l'épilepsie qui est, j'oublie déjà, il y a généralisé, il y a partiel, voilà, il y a complexe, ça concerne réellement les tremblements forts où nous voyons la personne en train de bouger. Vous me regardez comme ça. Si vous pouvez rester inerte comme ça et faire une crise d'épilepsie. C'est-à-dire ça concerne la vue, les oreilles. Et comme je l'ai dit, partiel, on n'a pas de mouvement. Mais lorsque c'est prononcé, il y a des mouvements sur le corps et qui peut durer d'1 à 2 minutes. Alors, très rapidement, quelle est la durée d'une crise épileptique? D'1 à 2 minutes. D'une à 2 minutes. D'une à 2 minutes, quelques secondes. Mais lorsque ça se demande 2 minutes, ça devient gravissime pour la personne. Ça peut entraîner la mort. Ça peut entraîner la mort. Alors, peut-on dire parfois que le fait de s'évader est une forme de crise épileptique? Oui et non, parce que dans une certaine forme de méditation, on peut s'évader. Ok? Mais j'ai dit tantôt, ça dépend de la zone du cerveau qui est touchée. Nous avons des neurones au niveau du cerveau. Okay? Ces neurones-là se parlent à travers ce que nous on appelle en termes techniques les neurotransmetteurs. Okay? Mais lorsque la crise d'épilepsie, lorsque ces neurones sont activés en désordre, je vais caricaturer à un court-circuit dans une maison où vous voyez des lumières clash, clash, clash. Voilà un peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Et ça génère des troubles dits psychologiques ici, des mouvements incontrôlés, subites et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du cerveau, on libère ce qu'on appelle des substances actives qui, quand on appelle en termes techniques, excitateurs, et des substances passives qu'on appelle des substances inhibiteurs. Et lorsque les substances excitateurs sont à grande dose que les substances inhibiteurs, vous voyez qu'il y a un problème. Le rapport d'échelle est trop haut. Je monte très haut, mais le tout petit ne peut pas me contrer. Donc, on appelle ça, cette substance s'appelle le glutamate. C'est ça qui excite en réalité l'homme qui est agité. Et du coup, ça vous excite et ça génère des troubles chez vous que vous ne contrôlez plus. Et c'est comme ça part du cerveau. Ça veut dire les zones de neurones sont activées sans que vous ne voulez et ça génère. Vous voulez dire alors que quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, après 1 à 2 minutes environ, ne peut pas s'en rendre compte, oui, qu'il a eu à faire une crise auparavant, sinon après cette durée de crise-là, c'est ce que vous voulez bien dire? Bien sûr, ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme. Je peux être en train de vous regarder comme ça, mais pourtant, vous me parlez, je ne vous vois pas. Vous me parlez, je ne vous entends pas, mais je suis en train de faire une crise d'épilepsie partielle. Alors, on entend souvent dire que l'épilepsie est une maladie contagieuse. Est-ce vrai, docteur? Non, du tout pas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est plutôt ça des causes qu'il faut revoir. Et parce que tout le monde est livré à cette chose-là, compte tenu de la vision, le rapport que nous avons au monde, nos aptitudes de réagir vis-à-vis
des situations que nous vivons tous les jours. Et ça peut plébisciter et être à la cause de ce qu'on appelle crise épileptique. Et nous allons revenir. Est-elle héréditaire? Fortement, bien sûr. Vous savez, lorsque vous naissez dans un milieu spécial, dans un environnement spécial, avec des parents spéciaux, qui ont des compétences spéciaux, ok, et le parent vous vend tout ça et vous vend la manière dont il est équipé neurochimiquement parlant, la chimie de son corps, la chimie de sa tête. Et donc, la manière dont il est équipé, le parent vous le vend. Et donc, du coup, l'enfant qui naît présente déjà tous ces apports. Et donc, c'est ce que l'on appelle l'enfant a un destin qui l'attend. Alors, existe-t-il des signes probants face à ce mal? Oui, il existe des signes. Quelquefois, vous voyez peut-être, vous parlez à votre enfant, il n'est pas là, quoi. Posez-vous des questions. Vous voyez l'enfant, quelquefois, il n'a pas l'attention. Cela ne voudrait pas dire que l'enfant peut toutefois entendre, mais se taire, ça peut arriver. Oui, ce n'est pas un seul coup. Faites attention. Et si c'est chronique, qui est au-dessus de récurrent, ça pose problème. Parce que tout compte fait, c'est le cerveau qui nous conditionne, nous commande et nous amène à faire des choix et nous adapter dans la vie. Ah oui. Et c'est une masse qui se lève difficilement approchée et qui ne pèse que 1,4 kg de masse de graisse et de flotte. Et donc, cette matière qui se retrouve, vous avez vu quand même les poissons, comment ils se comportent, qui s'apparente à la chose du poisson, et qui est hyper important, hyper protégé, qui nous conditionne dans tout ce que nous faisons. Vous me regardez là, je vous envoie un message, et votre cerveau se synchronise pour donner foi à ce que vous voyez de moi. Okay? Et donc, lorsqu'il y a une zone, vous me regardez, il y a une zone qu'on appelle la zone occipute qui conditionne le visuel. Lorsque vous m'écoutez, il y a la zone temporale. Si c'est cette zone, cette lésion qu'il y a au niveau de la zone, au niveau du cerveau, donc j'aurai du mal à écouter. Et là, quand cette lésion n'est plus travaillée, n'est pas nourrie et n'est pas prise en compte très tôt, ça pose un problème qui redevient très, très, très dommageable dans la vie future de l'adulte, de l'enfant qui vient. Alors, docteur Eman, dites-nous, quelles sont les causes de l'épilepsie? Déjà, on en a dit, les causes peuvent être héréditaires, de la pathologie héréditaire. Et il y a des traumatismes que la personne vit qui peuvent créer aussi ça. Oui. Il y a des substances du monde moderne. Je parlais de la cigarette, de l'alcool consommé à flot, qui peut être à la base de ces lésions-là. Et donc, il y a... voilà un peu les causes qui peuvent nous amener à être épileptiques. Docteur Eman, vous venez tout à l'heure de dire dans votre intervention que l'épilepsie peut conduire à la mort. Alors, dans quel cas peut-on observer dans quel cas peut-on observer la mort face à une crise épileptique? Bon, lorsque déjà, je l'associe à ce qu'on appelle crise d'AVC, ok? Vous savez, lorsque quelqu'un fait un AVC, et les 3 heures après, la personne n'est pas prise en compte, ça devient gravissime, les conséquences qu'on aurait. Et c'est pareil pour la crise d'épilepsie. Quelqu'un qui est dans une crise, à 2 minutes près, c'est encore acceptable. Mais lorsque ça continue, il y a beaucoup de choses. Vous imaginez un court-circuit où le compteur n'est pas sauté. Vous comprenez? Un court-circuit où le compteur n'est pas sauté. Bon, ceux qui m'écoutent peuvent comprendre. Hein. Alors, vous en avez eu des cas? Non, d'abord, je dis je ne suis pas médecin, moi. Ok, je ne suis pas médecin. Je suis neuroscientifique, je suis psychologue. Et je suis tout ce qui est contre médicaments parce que ça a comme on le dit, des effets très, très néfastes. Mais je pense que c'est nos comportements qui sont plus à la base des maladies que nous faisons. Et je suis très, très bien positionné pour l'expliquer, le dire, le décortiquer. Et c'est pas... Une journée serait pour moi insuffisante de le dire.
Alors, chers internautes, aujourd'hui, nous parlons de l'épilepsie avec Dr Herman Degla sur votre émission Bien-être et Santé. Dr Degla, dans le deuxième élément que nous venons de suivre, un citoyen a suggéré qu'un épileptique ne doit pas conduire. Alors, que doit faire un épileptique et qu'est-ce qu'il ne doit pas également faire? Je partage ça aussi parce que tout ce qui peut l'amener à la mort, lorsque sa conscience n'y est pas, il évite. Je répète, tout ce qui peut conduire quelqu'un à la mort, lorsque la personne n'arrive pas à avoir son propre contrôle, l'épileptique l'évite. Parce qu'on ne voit pas venir un court-circuit, on ne voit pas venir la chose. Il est là, il est au volant, je suppose, dans un embouteillage, et il est au volant, et ça commence, vous imaginez ce que ça peut faire. Alors, on ne doit pas le laisser conduire. En toute sincérité, on ne doit pas le laisser conduire. On ne doit pas le laisser faire tout ce qu'il peut lorsque la conscience n'est pas créée la mort. Et donc, il peut aller même nager, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Il ne peut pas nager seul. Aller à moto encore, moins. Bon, ce qui peut faire l'épileptique, tout ce que je vois, c'est d'être avec, si c'est une femme, d'être avec son conjoint. Si c'est un homme, d'être avec sa conjointe, ça leur permet de fabriquer l'ocytocine, l'hormone du bonheur, l'endorphine, et donc ça calme les choses, quoi. Parlons de conjointe, docteur Herman, est-ce que la crise épileptique chez un individu peut entraîner le divorce dans un couple? Eh bien oui, parce qu'il y a des problèmes dits psychologiques. Et lorsque je suppose que votre cher mari m'en excuse, je caricature, que vous êtes ma femme et que je suis là devant vous, je tombe et vous êtes peut-être avec vos copines, je dis juste la chose comme elle se retrouve. Et voilà, tout de suite, votre ego prend honte, contraction. Ah, ça c'est quoi ça? Et là, ton mari te dévoile pour ce que tu n'as pas dit de lui devant tes copines. Et ça te fait honte. Et si c'est répété, tu vas dire, enfant était caïnien que moi. Donc, c'est plusieurs fois cause de divorce. Sauf si le monsieur arrive quelquefois à se contrôler là où il y a sa femme. Il ne faut pas qu'il vienne là parce que le truc, ça ne prévient pas. Ok? Même en faisant l'amour, c'est encore profitable pour lui parce que souvent en faisant l'amour, ça ne vient pas. Ah bon? Non, non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que vous fabriquez tout ce qui est hormone du bonheur, tout est séquencé, c'est la joie. Tout ce qui est négativité ne vient pas. Mais lorsque quelqu'un qui a ça passe du stress, de la colère ou parle mal de quelqu'un, il s'expose à faire rapidement la chose, quoi. Et donc, c'est mieux pour lui, s'il ne veut pas provoquer ce divorce-là, c'est mieux pour lui là où sa femme est. De ne pas l'être. De ne pas l'être. Maintenant, si il est avec sa femme, ça fait un truc à la confession intime, bon, il peut l'être parce que sa femme sait qu'il fait ça. Et que la femme l'aime avec ça. Maintenant, pour la femme, ça peut devenir une honte vis-à-vis de tierces personnes si elle a une perception du monde qui lui permet de vivre en dépend des autres. Donc, ça crée un problème psychologique. Dites-nous, docteur Herman, demeurons-on épileptique à vie? Non, ça peut se guérir. Enfin, ça peut se guérir. Il y a des médicaments qui calment ça aussi. Mais ces médicaments, c'est comme je le dis, il y a les médicaments, vous savez, ça essaie de plus fabriquer les substances inhibiteurs pour que ça puisse empêcher aussi. Ça fabrique plus et ça empêche plus les substances excitateurs de plus sortir pour égaler en réalité les choses, pour que les choses se passent bien dans le cerveau. Mais autrefois, ces médicaments sont hyper dommageables pour le cerveau. Et jusqu'à aujourd'hui, les recherches se poursuivent pour trouver qu'est-ce qu'il faut pour pallier à cette chose-là, afin que on n'ait pas un problème aussi gravissime au niveau du cerveau, parce que jusqu'à aujourd'hui, le cerveau, lorsque ça pose problème, on n'a pas encore eu le retour. Les recherches se poursuivent
en ce moment. Et donc, c'est mieux pour la personne qui fait ça d'être toujours en joie, quoi. Parce que quand vous êtes en joie, vous fabriquez toute une biochimie positive embarquée dans votre corps de bien-être qui vous éloigne. Vous évitez plus alors la crise épileptique? Oui, oui, vous évitez plus la crise que de vous mettre dans tout ce qui est négativité. Donc, si moi, je dois conseiller quelqu'un qui fait ça, arrête de mal parler des gens, ne te mets pas dans un problème qui ne te regarde pas, ne va pas insulter quelqu'un, ne te mets pas en colère. Donc, en gros, la gestion de ses émotions. Sur ce, parlez-nous des conséquences de l'épilepsie sur l'organisme d'un souffrant. Ah oui, d'abord, d'un apprenant, ok? Il y a les problèmes, les troubles d'apprentissage, des troubles de mémoire, Oui. des troubles d'attention. Et quelquefois, vous allez voir la personne debout, mais ça ne tient pas. Et donc, quand ça persiste, ça continue, la personne vous regarde, mais n'est pas souvent là. La personne n'a plus d'attention. Et pour quelqu'un qui va à l'école ou qui se livre dans sous une quelconque forme d'apprentissage pour cultiver son excellence à la performance, je pense que cette personne ne pourrait juste pas, parce que ces crises-là, quand on la laisse, j'ai dit qu'il y a des crises qui sont des lésions qui sont focales, et ces lésions-là peuvent se généraliser quand ce n'est pas pris en compte. Et donc, voilà à peu près ce que ça peut poser au niveau du cerveau. Alors, Dr Emon, avant d'aborder les traitements possibles face à cette maladie, vos impressions sur les deux éléments que nous venons de suivre en début d'émission? Bon, j'ai vu un tradit qui a parlé, et puis, bon, vous savez, ce sont des profanes, en quelque sorte, ils ne connaissent pas la chose. Et ils ont parlé de ce qu'ils ont vu. Et oui, c'est acceptable, et je ne vais pas pour autant juger, mais non, en ce qui concerne les tradis, je ne suis pas trop dans ce domaine, je ne maîtrise pas, je n'en connais rien. Mais je crois qu'il faudrait que tout ce que je peux conseiller à quelqu'un qui fait la chose, c'est d'être dans la joie, dans l'espoir, et de sortir de la peur. C'est aussi simple. Sinon, en gros, rester dans l'amour, quoi. La joie, l'amour. Alors, quels sont les traitements qu'on peut observer si l'on souffre de l'épilepsie? Les traitements vont affecter à des prises en charge médicamenteuses. Oui. Okay? Quelquefois des rééducations, parce que lorsque vous faites les contractions, vous ne sentez pas. Mais après, vous pouvez sentir. Parce que imaginez quelqu'un qui a arrêté de faire le sport et qui allait faire contracter ses muscles. Il dort le lendemain, il dit j'ai mal dans tout le corps. Ça fait pareil, quoi. Docteur Emon Degla, des conseils à donner? Et oui, déjà, il faudrait quand même que les parents se rééduquent, parce qu'ils nous transmettent tellement tas de choses. Autant ils ont de bons côtés, les mauvais côtés. Autant ils nous disent, on dit, tu as les yeux de ton père, tu as la bouche de ta mère. Oui, mais ils nous transmettent aussi tout ce qui est la biochimie embarquée, donc ils n'ont qu'à faire attention. Et pour ceux qui font cette crise, on n'a qu'à faire attention à ces substances du monde moderne qui se retrouvent pour nous être des additifs, c'est-à-dire on dépend, quoi. Et de sortir plus de la colère. Lorsqu'on se met en colère, on est dans la peur, c'est de faire stop. Pour moi, ça veut dire se taire et observer patiemment, stop. De faire stop et de se poser les vraies questions, quoi. Pourquoi je m'énerve? Pourquoi la raison de s'énerver? Et donc, quand on se pose cette question, tout de suite, on prend du recul, on se dit, mais ma raison, je ne devais pas m'énerver pour ça quand même. C'est comme moi, il m'est arrivé que je m'énerve une fois parce que ce qu'on a préparé n'était pas trop bien, mais je n'ai même pas donné de l'argent et je m'énerve. Mais pourquoi? Vous vous remettez en cause après? Je me remets moi-même en cause. C'est la meilleure façon, ça s'appelle être responsable. Alors, chers internautes, on ne saurait tout dire aujourd'hui. Je suis persuadée que vous avez retenu l'essentiel. Docteur Emon Degla, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. La dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la rubrique Astuces fruits avec Aude Gezodje. Aude Gezodje, bonjour. Bonjour Tatiana. Vous avez bien fêté, je crois. Très bien. Alors, mes meilleurs vœux. Le réciproque. Les fruits avec vous, lequel découvrirons-nous aujourd'hui? L'orange. On y va. Avant de commencer, je souhaite tous mes meilleurs vœux à nos chers internautes. L'orange est le 4e fruit le plus cultivé au monde. Réputée pour sa teneur en vitamine C, elle est utilisée pour les salades de fruits, les confitures, les pâtisseries et certains alcools. La consommation du jus de fruits d'orange permet de combattre le rhume,
de prévenir le cancer ou de ralentir sa progression. L'orange est également efficace pour la diminution du stress. Elle permet de réduire les maladies cardiovasculaires, vasculaires cérébrales et les maladies inflammatoires. Et pour finir, il est conseillé de consommer le jus d'orange naturel et frais si possible. Merci à vous, Aude. Je suis sûre que vous en consommez aussi. Beaucoup. Ah là, c'est intéressant. Docteur, Oui. un mot sur la consommation, sinon quelque chose à ajouter par rapport à la consommation de l'orange? Bon, en règle générale, je crois que consommation de tout fruit est bienvenue pour le cerveau parce que surtout le fruit qui est doux, le cerveau recherche plus le sucre en fructose que le fruit saccharose que nous prenons en tout. Donc or le cerveau est un grand consommateur de glucose. Et donc je pense qu'en plus de ça, l'orange, les gens appellent ça souvent vitamine C. Et quand on en consomme assez, c'est vrai que ça règle tous ces problèmes. Mais il ne faudrait pas qu'on dise c'est l'orange et puis il faut en prendre une dizaine, une quinzaine par jour. C'est pas ça le truc. Encore que quelquefois, je crois que ça empêche de dormir certaines personnes. Donc, c'est quand même un bon fruit. Quand surtout le fruit il est naturel, sans additifs, je parlais des engrais, quoi. Pour vous en consommer, je crois. Bien sûr. Beaucoup ou un peu? Beaucoup. Ah, là, c'est intéressant également. Alors, merci à vous, Dr Aymon Degla, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Et sachez que rien suffit à ôter le bien-être comme à troubler la santé. Sur ce, prenez grand soin de vous et au revoir.